OK, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Je vais essayer de vous faire un exposé, mais encore une fois, sur le fait que Donjons et Dragons s'est vidé de ma bibliothèque. La prochaine fois que je vais mettre la bibliothèque de jeux de rôle en place, il n'y aura plus de Donjons et Dragons avec. Bon, je fais pas encore une vidéo juste pour dire que je suis en train de regretter. Non, je regrette rien. C'est juste que j'ai envie d'en parler. C'est quand même le jeu qu'on parle le plus. C'est le jeu que je vais sûrement nommer bien souvent sur ma chaîne. C'est ça. OK. Est-ce que c'est 100% vrai qu'il n'y aura plus de Donjons et Dragons chez nous? Non. J'ai l'intention de tout sortir, évidemment. J'ai des jeux présentement qui sont comme dans une boîte de trucs à vendre. Fait que j'ai l'intention de m'en départir. Il reste quand même le Player's Handbook de 5e édition qui traîne chez nous, mais je l'ai, entre guillemets, donné à mes enfants parce que mes deux garçons sont chacun dans une game de 5e édition. Puis, durant la semaine, quand leur game roulait, ben là, ils se passaient le livre, c'était à mon tour de l'avoir, tout ça. Fait que là, ils allaient à leur game avec leur Player's Handbook, que je trouve très normal, mais je le mettrai pas dans ma bibliothèque. Je vais leur dire, gardez ça dans votre bibliothèque. Non, je veux que ma bibliothèque soit pure. OK, c'est ça. J'avais parlé du Magic Item Compendium dans ma vidéo qui parlait de ça. Ouais, ben non, je vais le vendre. Tu sais, on s'entend, j'étais allé chercher ce que j'avais besoin. Est-ce que ça valait l'achat? Sur le coup, je pensais que oui. Même j'ai fait quand même des éloges de ce livre-là sur ma chaîne. Mais en même temps, je l'ai feuilleté, puis tu sais, moi, c'était surtout pour Chroniques oubliées. On va trouver des barèmes pour gérer les objets magiques. Puis je sais pas, il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête à un moment donné. En lisant ce livre-là, en lisant autre chose, en faisant le tour, puis on dirait que là, j'ai comme trouvé un peu mon sweet spot, tu sais, ma zone de confort pour déterminer un objet magique, qu'est-ce que ça fait, comment il coûte, tout ça. Je dis pas que c'est parfait, mais je suis comme plus confiant à comme déterminer ça par moi-même, sans passer par des calculs savants. Ouais, il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné. Puis, comme je dis, c'est pas parfait, mais ça fait le job. C'est pour mes besoins. Faut dire que là, je reviens peut-être sur mes games que je fais en parascolaire, là, mais ça, là, ça m'aiguise le petit crayon du meneur de jeu, c'est moyen temps. C'est hyper intense et extrême pour que ça marche, pour qu'on passe au travers de campagnes et des exploits épiques. T'sais, je vous rappelle encore, pour ceux qui sont comme tout nouveaux, c'est qui ce freak-là qui fait des vidéos en char? Ben, ils sont 8. J'ai à peu près 50 minutes par semaine avec eux autres. Je vous jure que c'est intense. Mais moi, je vais vous dire, ça m'a comme un peu... Il y a un déclic qui s'est fait, probablement par besoin, tu sais. OK. Tout ça pour dire que... tout ça pour dire au final que, bon, c'est ça, je me départis de mes livres et, tu sais, en théorie, il reste un livre chez nous qui va circuler, c'est celui de 5e édition. On s'entend. Mettons que je m'embarque d'une game de 5e édition. Il faut que les conditions soient bonnes en Simonac. Faut voir que ça ait du monde que je vous aime en s'il vous plaît. Si j'embarque là-dessus, je vais tellement arriver avec mon guerrier humain issu du Player's Handbook. Hein? Je vais arriver avec le Player's Handbook parce qu'on en a un. Bon, OK. Mais c'est pas dans mes plans. Bon, maintenant que tout ça est fait, j'ai le goût de vous faire un petit exposé. Peut-être me rappeler des différentes versions de Donjons et Dragons que j'ai eues. Et de quelle façon ça a été utilisé? C'est ça. Écoute, dans le premier mois que j'ai découvert le jeu de rôle, OK? J'ai découvert ça avec Advance, première édition. J'ai capoté. Puis quelqu'un m'avait prêté la boîte rouge, version Mold V. Et je me suis acheté cette boîte-là dans un magasin. Donc, c'est sûr que mes premières expériences intenses, vraiment et régulières, c'était avec la boîte Mold V rouge. Mold V qui était dans l'auteur de la boîte rouge. Puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est la boîte rouge du BX aujourd'hui quand on regarde l'histoire de Donjons et Dragons, c'est la série BX. BX parce qu'il y avait la boîte Basic et Expert. C'est sûr quand on a topé le troisième niveau, parce que ça s'arrêtait là, ben, j'avais besoin de la boîte d'après. Bon, le fameux X du BX, je pense qu'il n'a jamais été traduit en français. Parce qu'entre-temps, TSR avait sorti une nouvelle série avec une nouvelle boîte rouge, la boîte de Frank Manzer, donc c'est la boîte rouge de Manzer. Là, je me souviens plus, la boîte bleue, c'était qui l'avait fait, c'est pour ça que je l'appelle l'expert du Manzer, mais c'est ça. Écoute, c'était bucolique quand j'ai eu cette boîte-là, je vais vous expliquer ça, j'étais quand même assez jeune, j'avais 13 ans. Ouais, c'est ça, c'est l'hiver après, c'est comme le Noël après. Tu
Tu sais, j'ai commencé le jeu de rôle au mois d'août, puis j'étais rendu au mois de décembre, OK? Mes parents, là, sortis en famille, on s'en allait voir le Canadien de Montréal au Forum jouer contre les Nordiques. Tu sais, genre de game, que vous n'avez pas connu ça, les jeunes, mais c'était quelque chose, hein? Hey, mes parents étaient super hype. Puis là, on passe la journée à Montréal. On va sur la Plaza Saint-Hubert, qui était comme bien en mode dans les années 80. Je rentre d'une boutique, je sais pas trop c'est quoi, mais c'était clairement pas une boutique de jeu, c'était une boutique d'un peu n'importe quoi, boutique cadeau, puis il y avait la boîte bleue, justement, la expert en français de la série BE-CMI, que les experts disent aujourd'hui, parce que BE, Basic Expert Companion Master Immortal, et boîtes de couleurs que j'ai rêvé d'avoir, mais finalement, j'ai juste eu les deux. J'ai juste eu la bleue de cette série-là. Hey, tu sais, on était au restaurant, j'avais ma nouvelle boîte, j'avais convaincu mes parents de m'acheter ça. Et là, j'étais avec mon frère qui était dans mes games. Hey, check ça, tu peux t'acheter un cheval? Là, je capotais, tu peux t'acheter un cheval. J'avais-tu des plans? Puis là, je voyais les niveaux, puis qu'est-ce que ça donnait, puis toutes les règles de plus. Et puis là, on est allé voir le Canada. Sérieux, il y a comme un... Il y a comme de quoi de très réconfortant, très cosy à l'acquisition de cette boîte-là que j'ai exploitée à fond. En fait, mes deux boîtes, ma boîte rouge de BX puis ma boîte bleue de BE-CMI, même si c'était pas à 100% compatible, c'était assez compatible pour dire qu'on pouvait fudger ce qu'on voulait. C'était à peu près les mêmes règles. En fait, c'était pareil. C'est ça. Écoute, je pense mes campagnes, j'ai pas été plus loin que 8, 9e niveau avec les joueurs que j'avais. Et évidemment, l'indiscipline adolescente qui venait avec. Parce que, bon, tu sais, j'avais une relation amour et très haine avec Donjon. Et dans l'année qui a, tu sais, dans les mois qui ont suivi, j'ai découvert Marvel Super Heroes, que j'avais probablement déjà découvert. Puis qu'un moment donné, je me suis trouvé avec Marvel, je me suis mis à jouer à Marvel en fou. Une fois de temps en temps Donjon, mais c'était Marvel. Jusqu'à temps aussi que je m'achète Star Wars D6, qui n'a pas kické in tout de suite quand je l'ai acheté, mais ça a été quand même un jeu important dans ma vie. Ce qui fait que, tu sais, Donjon s'est fait mettre de côté. Quoi qu'entre-temps, j'avais des amis, un certain Steve au cégep, qui m'avait donné le triptyque d'Advance première édition en français. Écoute, j'avais l'intention d'y revenir. Moi, ma seule expérience première édition, c'était... ma première game à vie, 3-4 séances, puis Maison des Jeunes, qui avait aussi mon ami Dan qui nous faisait jouer. J'ai peut-être fait, si j'ai fait 4 séances, c'est beau, parce qu'on a fait du RuneQuest à travers ça. Et RuneQuest, c'est vraiment comme, waouh, c'est bien mieux que Donjon. Non, c'est ça. Mais j'avais quand même des attentions. Écoute, moi, là, avec mon Macintosh SE, qui avait pas de disque dur, mais il y avait 2 trous pour 2 disquettes, puis avec le logiciel MacWrite, je m'étais fait ma propre feuille d'Advance première édition. J'avais des intentions, là. Et le graphiste en moi se faisait aller là. Puis là, c'est ça qui arrive. J'avais des intentions, ça a juste jamais débloqué. C'est ça, c'est resté de même. À un moment donné, je me souviens, je travaillais au Ranch du Spaghetti à Drummondville. C'était vraiment un endroit incroyable. Puis, il y a du monde dans la place qui, tu sais, on parlait de tout ça. Puis, ben tiens, tu veux-tu l'avoir? Tiens, je vais te vendre tel livre. Puis là, c'est ça. Fait que j'avais vendu mes livres à des collègues de travail. OK. Mais sauf qu'entre-temps, dans une bouquinerie de Drummondville, je me souviens plus du nom, mais c'était vraiment une espèce de brocante avec un gars qui parlait super aigu. pas pour rire de lui, mais il y avait une petite voix. C'était un gros barbu qui avait une petite voix. C'est ça. Je veux pas, parce que je suis sûr qu'il y a du... Je sais que c'est une condition physique. Mais c'est pas grave, il était sympathique avec sa petite voix. Hey, écoute, je m'étais acheté là-bas toutes sortes d'affaires. Les choses les plus marquantes, je m'étais acheté la cassette de Yes Drama. Je l'ai-tu écouté, cet album-là. Dans le temps, il n'y a pas bébé d'infos dans la pochette. Fait que, tu sais, j'avais pas comme réalisé que c'était pas John Anderson qui chantait là-dessus. C'était le premier album de Yes que c'était pas John Anderson. Le gars avait une voix similaire. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je m'informe un peu plus dans des encyclopédies. Je me dis, c'est pas John Anderson, c'est pas grave, c'est un super bon disque. Mais je suis pas là pour vous parler de Yes. Mais je m'étais pogné le manuel des joueurs deuxième édition dans un état pitoyable. Pourquoi? Parce que j'avais des amis qui jouaient à deuxième édition. Je me disais, faudrait bien que je m'équipe. C'est ça. Fait que j'ai eu ce livre-là un bout de temps. Je me souviens plus quand est-ce qu'il a disparu. Mais à un moment donné, j'avais aussi des modules de donjon. J'avais des affaires. C'est un moment donné aussi, la boîte rouge Manzer, il y a un de mes amis qui l'avait donné. Fait que pendant longtemps, j'avais la boîte rouge Manzer, donc du BE-CMI. Dans ces années-là aussi, je m'étais acheté le Rules Cyclopedia.
Ce qui m'inspire un peu de vous faire cette vidéo-là, c'est pour vous parler du Rule Cyclopedia. Je serai bref quand même, mais c'est parce que dans l'Inquisitor, on va poser la question, tu n'as même plus le Rule Cyclopedia? Non, je ne l'ai plus. En fait, ça fait un bout, Sébastien. Je vais faire la petite histoire je vais peut-être faire un peu l'histoire de Rule Cyclopedia, comment c'est rentré dans ma vie. Au Valet de Cœur, à Montréal, je vois ça, le Rule Cyclopedia, toutes les règles. Fait que, tu sais, c'était comme toutes les boîtes BECMI dans un seul livre. Eh bien, c'est ça, c'est le deal du siècle. J'ai acheté ça et j'en ai fait des games. Je peux vous dire que malgré que la 3e édition, qui est partie la dernière, a teinté beaucoup de nostalgie, je peux vous dire que le Rule Cyclopedia, c'était un jeu avec un énorme potentiel de liberté créative. Et tu sais, je dirais ça avec du recul. C'est probablement la version de Donjon que j'aurais le plus tendance à jazzer, tu sais, un peu à ma sauce. Surtout que j'avais trouvé des suppléments qui séparaient les races des classes. OK? Hey, c'est vrai! Il me reste le donjon 74, que je suis là juste pour troller les jeunes qui disent « je veux jouer au vrai donjon ». OK, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est pour une autre raison. C'est une raison plus sadique de ma part, que je mets dans ma valise de chroniques oubliées. C'est plus pour se tasser dans la face. « Tu veux jouer au vrai donjon? Viens jouer à ça. » OK, je reviens. Rule Cyclopedia. J'en ai fait des games de ça, des games épiques. En fait, il y a eu même les premières pierres de mon petit royaume que j'ai créé, qui s'est retrouvé dans RPGS, Trifandrie, mais qui était complètement autre chose au début. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai recyclé des choses que j'avais créées à cette époque-là. Écoute, on en a fait des games, j'ai vécu des moments mémorables. À un moment donné, 2 des joueurs elfes voulaient demander de l'aide à une communauté d'elfes pas loin de Tiatis, parce que je jouais un peu dans Mystara aussi. Puis, tu sais, j'avais fait toute une scène avec la grande elfe vénérable qui, pour avoir une réponse, se codait un arbre millénaire dans lequel elle et l'arbre fusionnaient ensemble et devenaient en écorce. C'était comme si c'était une statue dans l'arbre. Puis, écoute, moi, je me souviens que cette description-là, ça avait vraiment fasciné les joueurs. Tellement que je l'ai réutilisé, même récemment, dans une game de bibliothèque, parce que moi-même, ça attise mon imagination. Écoute, on a joué à ça, là. Encore là, 7, 9, 8e niveau, puis ça a arrêté là. L'affaire qui fait que j'ai arrêté de jouer à cette version-là, c'était le fait que je tripais beaucoup sur le système des 6. Tu sais, ma relation amoureuse avec Donjon, et je me disais, ah non, tu sais, il me semble Star Wars, ça roule mieux, tu sais, le système roule mieux, il y a de quoi de plus satisfaisant, tu sais, on va le dire de même. C'était plus satisfaisant dans l'ensemble. Fait que je m'étais fait une grosse version qui s'appelait D6 et D6, parce que j'aime ça les jeux de mots, fait DD. Le système D6, ça vous avez compris. C'est ça. Même j'avais fait un beau site web de l'époque en HTML dans les premiers temps d'Internet, que c'était là-dessus. Je l'avais partagé à tout le monde. Puis j'avais fini la campagne, que j'avais commencé avec mes joueurs à Rule Cyclopedia avec D6. Puis les joueurs étaient bien contents, on s'entend. Il n'y a personne qui s'en est plaint. OK. Juste pour bifurquer un peu, non, je bifurque pas, je vais finir l'histoire du Rule Cyclopedia. Fait que c'est sûr, le Rule Cyclopedia est un livre très relaxant pour moi. Parce que souvent, je l'ouvrais et pour relaxer, je le lisais. Je l'ai acheté en PDF. Donc, je l'ai en PDF. L'affaire, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un YouTuber français qui a fait quelques vidéos. Ça va faire une dizaine d'années. Ça s'appelait Cyril Bonnet. À un moment donné, il disait « Ah ouais, mais je me souviens de cette époque-là. Ce livre-là n'est pas trouvable, tout ça. » Puis je sais pas trop. J'ai juste envoyé par la poste. Oui, je suis le même. Fait que, têtez-moi pas des affaires, mais si je file généreux, prenez-le puis fermez vos yeux. Fait que là, c'est ça, il était content. J'ai envoyé ici l'écran du maître, qui était vraiment le logo Dungeons and Dragons, avec toutes les informations que j'avais besoin. C'était super beau cet écran-là. J'avais tout simplement envoyé, parce que je voyais qu'il était, je sais pas, il avait de l'air sincère dans sa volonté de faire jouer le jeu de cette façon-là. Des jeunes, il parlait de faire jouer des jeunes, puis c'est ça. Puis je m'étais dit, il va servir le livre. Je sentais que c'était mission accomplie. Je le trouvais sympathique, le bonhomme. Eh oui, OK, je suis le même, OK? C'est ça, ma relation avec les objets. C'est ça. Je reviens aux années 90. Il y a bien de la deuxième édition qui jouait. Je pense que j'avais plus mon livre de deuxième édition que j'avais acheté chez M. Voigu. Fait que là, je m'étais acheté le CD-ROM Core Rules, parce que je m'étais acheté un beau micro-ordinateur avec Windows 95. Fait que là, je voyais les possibilités d'un écran couleur. C'était bien plus fort que mon Mac à 2 trous. Fait que c'est ça. Fait que, hey, le Rule Cyclopedia, ça, c'était cool. Parce que tu pouvais rentrer des données puis de certaines feuilles. OK, vous allez dire, c'est niaiseux, tu fais ça aujourd'hui. Ouais, mais dans le temps, c'était extraordinaire. Fait que moi, j'arrivais à une game,
Puis je disais, hey, je vais faire mon personnage que je faisais approuver par le meneur de jeu, mais il me sortait les feuilles toutes bien ordonnées, avec tous les chiffres. Puis c'est entre autres avec cette version-là que je m'étais créé mon prêtre qui priait à la fin du monde, je m'étais créé une religion, puis tout. C'est ça. Puis j'avais aussi ma prêtresse d'agriculture que j'avais créée avec ce logiciel-là. Je pense que j'ai encore le feuille à quelque part, que c'était tout imprimé sur le Corel. J'ai encore le CD-ROM qui doit plus marcher que le calice. Mais c'est ça, j'aimerais ça le faire marcher. Parce que c'était la version comme 2.5 de Donjon, soit dit par ça. C'est comme la version qui est couverture était plutôt noire. Puis là, j'avais le triptyque. Puis c'est ça, moi je trouvais ça bien pratique. C'est comme été ma première incursion dans les versions électroniques de livres. Fait qu'il y avait des contrôles F que je pouvais faire. C'est sûr que c'était plus comme référence, mais pour moi c'était bien. Là. Puis je me souviens justement, peut-être en conjonction avec Rules Cyclopedia, je me souviens, j'avais fait une game avec un ami, puis dans Rules Cyclopedia, il n'y a pas vraiment de barbare. J'aimerais ça avoir un barbare. Fait que c'est sûr que j'avais checké un peu ce que le Dungeon Master's Guide disait de cette version-là, comment créer ta classe. Puis je me suis mis à faire des petits calculs, puis j'avais créé sa classe de barbare qu'on a joué peut-être 2 fois, mais c'est pas grave. L'exercice était bien, c'était le fun. J'ai encore ce CD-ROM, soit dit en passant. Fait que, ah ouais, puis ça, le CD-ROM, ça venait avec un petit film d'animation pour te donner le goût de jouer à Donjon. Là. Écoute, c'était du 3D cheap, mais là, dans le temps, c'était comme top. Là, c'était c'est hot. Bon, c'est ça. J'ai joué beaucoup à la deuxième édition. Mais à l'époque, j'aimais pas la deuxième édition. Je jouais parce que j'avais envie de m'embarquer dans des games, puis c'était ça qu'on jouait. Fait que c'est sûr que j'étais bien critiqueux. Surtout que, une affaire qui aujourd'hui, on dirait que j'ai pas mal plus à l'aise et plus d'accord avec ça, mais à l'époque, je trouvais qu'il y avait de quoi de pas standard entre les meneurs de jeu. T'sais, ça paraissait que personne n'avait vraiment lu les règles parce que tous les meneurs de jeu avec qui je jouais faisaient ça différemment. Tandis que moi, j'étais habitué avec le système des 6, que c'était clair, net et précis, puis que tout le monde pouvait comme fonctionner de la même façon. Mais là est venue l'annonce de la 3e édition. Puis là, ce qu'il annonçait, c'était pas mal alléchant. J'étais même devenu fatiguant. Peut-être même que Radburger, que je côtoyais un peu à l'époque au guerrier l'imaginaire, moi, je suis sûr qu'il me trouvait fatigant. Mais tu sais, il me connaît, là. À cette heure, là, je suis rendu vieux et sage. Mais dans le temps, j'étais un hostie de troll. Là, oh, c'est bien mieux que 2e édition. Il dit non, il va rester à 3e, puis à 2e, puis il va non. Puis là, j'essaie d'y vendre ça. Puis j'ai fait un argument de marde, là, de Radburger. Danny, pardonne-moi. Mais là, il dit, ouais, ben, 2e édition, ça marche pareil. Et j'ai dit, mais c'est comme des voitures, tu comprends-tu, tu sais? La 2e édition, c'est une Ford T. Puis la 3e édition, c'est comme une voiture qui roule bien. Il dit, ouais, mais dans les 2 cas, ça roule pareil. Mais là, j'avais comme dit, là je l'avais fâché en disant, ouais, mais ta Ford T va pas sur l'autoroute. OK. Avec ça, 3e édition, je suis allé à fond. Vraiment. C'est l'édition que j'ai le plus joué en tant que telle, peut-être de façon plus régulière. Rules Cyclopedia, ben, en fait, je dis ça. C'est sûr que mes premières années, non, c'est vrai, Marvel est arrivé assez vite. C'est sûr que Rules Cyclopedia, ça a été assez intense. Mais non, je pense que c'est vraiment 3e édition. Fait que, tu sais, c'était des belles années de jeux de rôle pour moi aussi. Système B20 qui ouvrait la porte à plein de créations tout aussi originales les unes que les autres. Tout aussi débalancées et qui donnaient raison à ceux qui aimaient à 3.5. Là. Non, mais c'était merveilleux. T'sais, ça te montrait à quel point tu pouvais hacker le game à volonté sur le thème que tu voulais. Mais t'as acheté des suppléments, des espèces de recueils de feeds, de mongos avec des feeds qui étaient complètement... Ça partait du complètement inutile à complètement cheaté. Je me souviens d'un personnage qui était embarqué qui avait des rêves prémonitoires. C'est un feed. C'est ça. Fait qu'il fallait jeter des affaires de l'avenir. Bon. En espérant que ça arrive, parce qu'on sait jamais ce qui arrive. C'est ça. Puis, il y avait ça. Il y avait... qu'est-ce que j'avais acheté? Ben, c'est ça, j'avais acheté Dragon Lords of Melniboné. Fait que, tu sais, dans le fond, j'avais fait une campagne dans le monde d'Elric avec 3e édition, avec des intentions que ça soit Sword and Sorcery comme des romans, tout ça. Pour me faire finalement m'apercevoir qu'après le 10e, surtout, là, rendu au 10e niveau, boy, c'était comme une parodie d'Elric, là. C'était comme genre, c'était slapstick, on est trop puissant, là. Mais les joueurs avaient du fun, mais moi, je suis là pour autre chose. Mais anyway, comme j'ai expliqué quand la 3e édition est partie dans ma dev vidéo, c'est comme amener aussi le groupe, ça marchait comme plus. Fait que c'est ça. Je l'ai gardé en disant peut-être qu'un jour j'allais le jouer. Et là, ça traînait dans ma collection. Entre-temps, j'avais entendu quelques années plus tard, j'avais entendu parler de l'infâme 4e édition. Je voyais tout le monde chialer dessus.
Puis je voyais du monde aussi qui disait que c'était bon. Puis j'écoutais leurs arguments, je dis, ben ouais, ok, ça a toutes les raisons d'être bon quand même. Puis je voyais ceux qui chiolaient, je comprenais un peu pourquoi. Ça avait l'air de dire que c'était plus le donjon qui savait. Fait que là, j'ai décidé de me faire ma propre idée. Je me suis acheté 4e édition, usagée, pas trop cher parce que le monde s'en débarrassait pour des peanuts. Parce qu'il était tellement fâché, il voulait s'en débarrasser. Wesh, wesh. Fait que c'est ça. Je vous dirais, c'est le livre de Donjons et Dragons, le livre de règles, le Player's Handbook que j'ai lu, qui a été le plus clair à lire pour moi. Je l'ai lu d'une traite. C'est la première fois que je finissais un livre de donjon que j'avais pas à relire. Parce que des fois, tu sais, t'arrives sur une formule mathématique de quelque chose à faire, puis c'est ça. Puis des fois, tu relis, t'es pas sûr comment, tu sais, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter, tout ça. C'est ça. Puis moi, c'est ça, je l'ai lu, puis j'étais comme, ben, c'est super clair comme jeu. Est-ce que j'avais l'intention d'y jouer? Pas vraiment. J'étais dans autre chose. Faut se dire aussi, ça, c'est l'époque où Advanced Fighting Fantasy est rentré dans ma vie. Fait que j'étais plus là-dedans. Et voilà. Là, la 5e édition est sortie. Ça a attiré mon attention. Je me suis acheté le Player's Handbook. Puis, ouais, j'ai été meneur de jeu à 5e édition. Pour ceux qui me trouvent que je chiale beaucoup, là, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi ce bout-là. J'y ai donné sa chance à ce jeu-là. Beaucoup, beaucoup. Mais pour mon style de meneur de jeu, je trouvais que je me sentais limité par la 5e édition. C'est que si je voulais que ce jeu soit l'extension de ce que j'avais dans ma tête, fallait que je scrape un peu le jeu. Puis en scrapant le jeu, ben, je pouvais scraper les choses que les joueurs pouvaient s'attendre. Je suis sûr qu'il y aurait eu un compromis à faire à un moment donné, mais l'effort à donner pour que le compromis se réalise, pour moi, c'était bien l'ouvrage. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, quand que je savais qu'il y avait d'autres jeux qui, j'avais pas à passer pour ce compromis-là pour avoir quelque chose qui était satisfaisant, autant pour les joueurs que pour moi. Fait que c'est ça. 5e édition, s'est retrouvé là. Bon, c'est ça. Entre-temps, tous les plein de livres, des modules, tu sais, je me suis tout débarrassé de tout. Fait que c'était un peu la petite histoire de comment Donjons et Dragons a été dans ma collection. Je sais qu'une fois, j'ai eu une boîte rouge de Mold V que j'avais pognée d'une vente de garage pas cher. Puis, écoute, elle était dans une condition incroyable. Puis, à un moment donné, tu sais, grâce à YouTube, puis tout ça, Kerlaft, le rôliste, c'est un Français qui fait beaucoup la promotion du jeu de rôle, tout ça. Il avait vu ma vidéo, il dit « Hey, ta boîte est vraiment belle, il n'y en a plus en France de ça, tout ça. » Puis j'ai dit « Hey, écoute, c'est ça. » J'ai dit « Écoute, il y a peut-être moyen que je te fasse un échange. » Tu sais, écoute, les étoiles se sont alignées pour lui parce que un de mes élèves, c'est un adulte, avait un voyage d'affaires en France, puis je sais pas pourquoi j'ai su l'info, mais il s'en allait exactement dans la même ville où lui habite. Je dis, hey, écoute, regarde, je vais t'envoyer quelqu'un qui, dans sa valise, va avoir cette boîte-là, tout ça. Puis il m'a dit, qu'est-ce que je veux en échange? J'avais demandé le jeu de rôle 17, un jeu de rôle de mousquetaire qui est possédé par des fantômes. Ben, en tout cas, pas nécessairement de mousquetaire, mais de cette époque-là. Puis, jeu très rare. Puis, c'est ça, on a fait un trade. Puis lui, écoute, le 17, là, moi, faire venir ça au Québec, là, ça coûtait une fortune, là. Mais grâce au petit échange, ça s'est bien passé, tu sais, ça m'a rien coûté, en fait. T'as même dédicacé le livre. Lui, là, ça a l'air, là, tu sais, mon élève m'a raconté que Kerlev, quand il a vu la boîte, il capotait, il pleurait quasiment, parce que parce qu'il dit la boîte était tellement en bon état, les couleurs, le rouge du livre était rouge-orange, c'était plus orangé. Le rouge-orange était comme très... tout, c'était propre. Fait que, tu sais, je suis content d'y avoir fait plaisir. Fait que c'est ça, ma petite histoire de Donjons et Dragons dans ma collection, le in and out, de quelle façon ça a été utilisé. C'est ça. Comme je dis, est-ce que ma maison est épurée de Donjons et Dragons? Pas vraiment. Je peux avoir je vais peut-être me retrouver avec des t-shirts qui c'est écrit ça dessus. Pourquoi pas? Parce que j'aime ça, afficher ça pareil, même si j'ai pas nécessairement le jeu. Et bon, le livre de 5e édition qui va se promener un peu dans ma maison, je le garde parce que mes enfants jouent à ça présentement. Un de mes garçons, il joue à 5e édition. Je sais que sa meneuse de jeu, la fille qui le fait jouer la version 2024, mais on s'entend que entre les deux, il y a quand même assez de similitudes pour dire que le livre est utilisable. Puis de toute façon, ça se retrouve tout sur Internet. On s'entend, peut-être dans ma bibliothèque, je n'ai plus les livres de 5e édition, de Donjon, mais j'ai quand même quelques PDF qui traînent, comme je dis, le Rule Cyclopedia, je l'ai, le Magic Item Compendium. Je suis sûr que j'ai quelques PDF ailleurs, dont le fameux Donjon et Dragons 0, que oui, il est encore dans ma collection, mais comme je dis, c'est juste pour troller des jeunes qui essaient de me dire « Oh, moi, je connais ça, Donjon, et t'es Christ que tu connais pas ça. » Tu comprends pas le principe que ce jeu-là, t'en fais ce que tu veux.
Il faut que tu aies le système de règles qui fait ton affaire. Puis ça ne veut pas dire que c'est donjon. C'est ça un peu le message. Hey, c'était long. Hein? François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.